Emmanuel Macron, président des riches, c'est une image qui lui colle à la peau et cela ne risque pas de s'arranger après son entretien au magazine Forbes. Le chef de l'État y a annoncé la suppression l'an prochain de la taxe contre l'évasion fiscale. L'opposition dénonce un nouveau cadeau pour les plus riches. Thomas Bonnet. En une du magazine Forbes, Emmanuel Macron s'affiche tout sourire. Le célèbre mensuel économique le qualifie même de leader des marchés libres. Au moment où la fronde sociale se fait plus forte en France, le président déclare son intention de supprimer l'exit tax, un impôt censé dissuader l'exil fiscal des contribuables les plus fortunés. Je ne veux pas d'impôt de sortie, cela n'a pas de sens. Le message que je veux envoyer aux investisseurs étrangers est que nous baissons l'impôt sur les sociétés. Nous simplifions tout, apportons plus de flexibilité sur le marché du travail, accélérons la transformation de l'économie française. À en croire le compte officiel de soutien à la politique d'Emmanuel Macron, l'exit tax n'a jamais prouvé son efficacité. Sa suppression permettrait ainsi d'attirer les investisseurs. En termes de volume, c'est pas très important, 70 millions d'euros récoltés l'an dernier au titre de cette taxe, mais c'est évidemment très symbolique puisqu'elle ne touche que les gens qui possèdent plus de 800 000 euros d'actions, d'obligations, etc. C'est un encouragement à l'évasion fiscale à un moment où pourtant la tendance à l'échelle internationale, c'est plutôt de renforcer la lutte contre l'évasion fiscale, c'est plutôt de faire des choses contre les paradis fiscaux. C'est pas quelque chose que je trouve critiquable parce que en tant que fiscaliste, j'ai vu tellement de gens s'expatrier pour des raisons fiscales, notamment en raison du fait que la France surtaxe énormément le capital mobilier. Moi, ça ne me choque pas, cette mesure. Moi, ça me paraissait logique et naturel qu'ayant bénéficié de toute cette expertise et de tout ce savoir-faire, eh bien, quand on part à l'étranger, on paye ses impôts au niveau de 30%. Je vous rappelle que le capital est aujourd'hui, depuis le 1er janvier, beaucoup moins imposé que le travail. Qu'est-ce qui justifie ça? Pas grand-chose économiquement. Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. À gauche comme à droite, on voit d'un mauvais œil ce nouveau cadeau adressé aux riches. Et le Parti communiste français se lance même dans une parodie de la une de Forbes. Déjà taxé de président des riches et même de président des très riches par son prédécesseur à l'Élysée, Macron s'expose de nouveau aux critiques. Après la suppression d'une partie de l'ISF, cette nouvelle mesure semble confirmer le cap très libéral de la politique du gouvernement. Et pour ne rien arranger, un récent rapport indique qu'il n'y a jamais eu autant de banquiers millionnaires qu'en 2017, année de l'élection d'Emmanuel Macron. Autre loi controversée, celle sur le secret des affaires qui mettrait en danger la liberté d'informer. Le Parlement français s'apprête à transposer en droit cette directive européenne. Avec la loi sur les fausses nouvelles en préparation, il devient donc de plus en plus compliqué pour les journalistes d'exercer sereinement leur profession. Exemple au Royaume-Uni, Mona Hamoud. C'est le fabuleux destin de Gavin Williamson. De vendeur de cheminées, il est devenu le secrétaire de la Défense au Royaume-Uni et pour combattre les fake news, il lance un appel d'offres aux journalistes pour rejoindre l'armée. Aujourd'hui, la désinformation est courante. Les ennemis du Royaume-Uni feront de leur mieux pour changer nos propos. Alors à tous ceux qui pensent rejoindre l'armée, vous êtes les bienvenus. C'est valable pour tout le monde. Même les journalistes et ceux qui ont des compétences informatiques exceptionnelles, ceux qui sont aptes à transmettre un message au monde. Les fake news, c'est le sujet favori des responsables politiques en ce moment. En France, le gouvernement souhaite mettre en œuvre une nouvelle législation qui permettra à la justice de faire cesser en référé la diffusion de ce qui est jugé comme étant des fausses informations. À l'annonce de cette loi, tous les journalistes sont montés au créneau pour dénoncer la censure. Reporters sans frontières s'alarment de cette tendance dangereuse. Les prédateurs de la liberté de la presse n'ont pas attendu l'apparition du concept de fake news pour museler la presse au nom de la lutte contre ces fausses informations. Reporters sans frontières s'alarment de cette tendance dangereuse. Et ce n'est pas tout. Après la loi des fake news, le Sénat a dorénavant adopté une loi controversée sur le secret des affaires qui inquiète les journalistes et les lanceurs d'alerte. Dans le cadre d'une action relative à la prévention ou la cessation d'une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une atteinte au secret des affaires. Elle peut notamment interdire la réalisation ou la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgation d'un secret des affaires. Cette loi est destinée à protéger les grandes entreprises et selon certains, elle sanctionnerait tout journaliste d'investigation qui serait en mesure de faire des révélations.
Des scandales tels que le Mediator, le bisphénol A ou les Panama Papers seront-ils demain portés à la connaissance des citoyens? Les journalistes et les lanceurs d'alerte s'exposeraient à des procédures judiciaires longues et coûteuses qui décourageraient de futures divulgations. Une lettre ouverte a été adressée au président où de nombreux lanceurs d'alerte, des syndicats et des journalistes rappellent au chef de l'État sa promesse de défendre le droit à l'information et l'intérêt général. Dominique Pradalier, secrétaire général du syndicat national des journalistes, estime que le projet de loi sur le secret des affaires remet en cause la liberté d'informer, d'être informé et la liberté d'expression. Rien que ça. Ce texte, qui est vraiment assassin de toutes les libertés fondamentales. Liberté d'informer, liberté d'être informé et liberté d'expression. Ce texte va complètement renverser les principes républicains dans notre pays, en ce que la loi de 1881 sur la liberté de la presse, ça veut dire qu'on ne peut même plus enquêter, car la loi dit interdiction de détenir, même sans publier. Reste à savoir si le président jupitérien tiendra ses promesses de laisser les journalistes libres d'informer. Et à l'Assemblée nationale se tient justement aujourd'hui une audition sur le projet de loi contre les fausses nouvelles. Ce matin, la commission a reçu des avocats et parmi eux, il y avait Jean-Yves Dupeux, avocat au barreau de Paris. Écoutez. Il y a un vrai sujet, un vrai problème sur la nature de la fausse information. La proposition de loi propose de créer un juge des référés spécial, juge des référés qui statuerait pendant la période électorale dans un délai de 48 heures et qui serait susceptible de dire en 48 heures si l'information est vraie ou est fausse. Alors ça nous paraît être extrêmement difficile parce que celui qui se prévaut de la fausse information devrait rapporter la preuve de ce que l'information est fausse, ce qui est tout à fait contraire à la tradition juridique française qui considère que c'est celui qui diffame qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a écrit est vrai. Donc il y a une véritable demande qui est impossible. Notre focus à présent, retour sur les manifestations du 1er mai et les Black Blocs qui se sont de nouveau livrés à des dégradations à Paris ce week-end. En marge des cortèges, des casseurs qui se sont déplacés jusque dans le 5e arrondissement de Paris. Dans le quartier latin, ils ont également fait beaucoup de dégâts. État des lieux avec la maire de cet arrondissement, Florence Berthoud, au micro de Claire Nico pour RT France. Ces débordements sont évidemment inacceptables. On a une manifestation qui est une manifestation traditionnelle pour la fête du travail tous les 1er mai. Quelles que soient les revendications qui sont portées par ces manifestants, ils ont évidemment le droit de manifester et un groupuscule d'extrémistes qui d'ailleurs est de plus en plus organisé, a tenté d'instrumentaliser une manifestation et surtout s'est livré à des actes de violence tout à fait considérables. Une trentaine de magasins sont dégradés, des voitures ont été incendiées ou saccagées. Ce que l'on voit, c'est un groupuscule qui s'est qualifié de Black Bloc, très entraîné, avec des ramifications européennes, avec des messageries cryptées utilisées entre eux, qui se donnent rendez-vous sur site et auxquels, hélas, les forces de l'ordre ne peuvent pas ou ne veulent pas s'opposer. Et pour mieux comprendre cette mouvance radicale et ses revendications, voici les précisions de Jean-Yves Camus. Il est chercheur à l'IRIS et spécialiste des mouvements extrémistes en Europe. Les revendications sont assez claires. C'est une révolte globale contre la société, contre d'une part le système capitaliste et contre l'État. D'où le choix des cibles qui sont attaquées par ces militants, qui sont soit des symboles de l'État dans son autorité, soit des symboles du système capitaliste et de la mondialisation. On a souvent dit que c'était une idéologie d'inspiration anarchiste, c'est en partie exact. On retrouve également des gens qui appartiennent à ce qu'on appelle le mouvement autonome, qui regroupe des gens qui sont en fait des marxistes non autoritaires, des marxistes non léninistes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que leur optique s'oppose absolument à celle des syndicats qui se mettent autour de la table de négociation
pour tenter d'arracher en ce moment au gouvernement quelques concessions pour par exemple ce qui concerne la réforme du statut de la SNCF. On a d'un côté les syndicats, CGT comprises, qui veulent aller à la négociation pour obtenir soit le retrait d'un projet de loi, soit l'amélioration du contenu du projet de loi, et de l'autre des gens, dans les Black Blocs et sa mouvance, qui disent tout cela ne sert à rien. De toute manière, la seule manière de faire, c'est de déclencher la révolution. Pour déclencher la révolution, il faut qu'une étincelle se produise. Il faut donc descendre dans la rue et faire en sorte qu'à un moment donné se produise la fusion entre l'avant-garde militante qu'ils estiment être et puis le peuple, tout simplement. Emmanuel Macron a atterri ce matin à Nouméa. Le président de la République entame une visite de 3 jours en Nouvelle-Calédonie, deuxième étape de son voyage dans le Pacifique. Un déplacement à haute portée politique et symbolique puisqu'il intervient à 6 mois du référendum sur l'indépendance de l'île. Elvire Ledoré. Située à 16 566 km de la France, la Nouvelle-Calédonie devient territoire français en 1853 par la volonté de l'empereur Napoléon III. 269 000 habitants, dont 39% de Kanaks, y vivent selon le dernier recensement. La Nouvelle-Calédonie est une collectivité d'outre-mer à statut particulier. Elle dispose d'une large autonomie et a son propre gouvernement. Son gouvernement peut voter ses propres lois, mais uniquement dans des domaines bien spécifiques. Le droit du travail, le commerce extérieur, la protection sociale, les télécommunications, l'enseignement et l'exploitation des ressources naturelles. Le 4 novembre 2018, un référendum sur l'indépendance de l'île aura lieu. Un vote prévu par les accords de Matignon et l'accord de Nouméa. Seuls les habitants qui vivent en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 20 ans seront autorisés à voter. Si le oui l'emporte, l'île accédera à la souveraineté. Seul bémol, aucun plan d'action n'est pour le moment établi pour y parvenir. Si le non l'emporte, la Nouvelle-Calédonie restera une collectivité française. Quels sont les enjeux de ce référendum? On voit cela avec Alban Bensaï, il est spécialiste de la Nouvelle-Calédonie et de la culture du peuple kanak. Quel que soit le résultat du référendum, le problème reste entier. C'est-à-dire que le référendum, si le non, comme c'est possible, l'emporte, n'est pas simplement le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans un espace français, qu'elle n'est plus déjà depuis l'accord de Nouméa, c'est nécessairement l'ouverture d'une fondation, d'un travail collectif pour approfondir les lois de pays, pour approfondir le mode de vivre ensemble et pour dégager de ce pays sa véritable spécificité qui ne saurait être simplement un appendice de la politique française dans le Pacifique. Alors, depuis une vingtaine d'années, donc, on a été procédé à des transferts de compétences, et ces transferts de compétences se sont faits avec l'accompagnement de la France. Et je pense que ces transferts de compétences doivent être approfondis, toujours avec l'accompagnement de la France, c'est-à-dire les gens décident de plus en plus de façon autonome, voire indépendante, dans leur pays, mais en même temps, ils bénéficient de moyens de circulation, d'accès aux dispositifs de formation en France et en Nouvelle-Calédonie, aux dispositifs de santé en France et en Nouvelle-Calédonie, et c'est en quelque sorte ce partage des savoirs qui est en cours, et je pense qu'à terme, effectivement, la Nouvelle-Calédonie pourrait gérer ensemble toute seule ses affaires, mais qu'elle mérite encore d'être accompagnée dans une perspective qui conduirait à une pleine décolonisation.